Sania sait vous expliquer dans le détail ce qu'est cette norme béton, cette fameuse norme béton. Et puis après, je déclinerai, je vais vous montrer plein de photos. Après, pour finir la semaine en beauté, je vous expliquerai, je vous montrerai plein de photos de ce que vous pouvez faire avec du béton. Et à chaque fois, je vous donnerai des petites informations techniques sur les bétons utilisés sur ces chantiers. Voilà. Agnès, à toi de jouer. Merci. Donc, comme vous l'a expliqué Patrick tout à l'heure, pour chaque matériau, il existe une norme. Donc, pour le béton prêt à l'emploi, eh bien, cette norme, c'est la NFEN 206, donc /CN pour le complément national. Donc, cette norme a évolué dernièrement, depuis une petite année. Avant, c'était la NFEN 206-1 et elle a eu quelques évolutions dont je vais vous parler. Donc, elle s'applique évidemment pour les bétons d'ouvrage de génie civil et le complément national lorsqu'il s'agit d'un béton qui est situé en France. Ces bétons donc, qui sont normalisés eh bien, doivent respecter certaines conditions. Donc on va reparler, s'il vous plaît. On va reparler de classes d'exposition, mais aussi d'épaisseur de béton d'enrobage qui seront conformes à l'Eurocode 2, de béton qui seront aussi correctement mis en place, parce qu'il ne s'agit pas seulement de bien le formuler, il faut aussi le mettre en place correctement. Donc il y a des conditions et comme vous a parlé tout à l'heure Patrick, il y a la vibration et la cure. Et puis évidemment une maintenance, parce qu'il ne s'agit pas de formuler et de bien mettre en œuvre, il faut aussi l'entretenir et c'est aussi un coût. Donc on peut aussi envisager certaines solutions et certains choix de béton qui permettent une maintenance, on va dire, allégée, peut-être plus coûteuse, mais allégée dans le temps, qui vous permettront de ne pas y revenir toutes les décennies pour réguler certains problèmes ou certaines pathologies. Donc les principales évolutions sur cette norme NFEN 206, eh bien, désormais on y a introduit des bétons fibrés, chose qui n'existait pas encore il y a un peu plus d'1 an. Ensuite, on y a introduit les bétons autoplaçants, puisque ces bétons autoplaçants avaient leur propre norme, qui était la NFEN 206-9. Désormais, ils sont intégrés dans la NFEN 206. Ensuite, on a pris en compte et intégré quelques nouvelles normes, puisque le temps a fait qu'on a travaillé aussi sur d'autres matériaux, donc par exemple les ciments de haut fourneau pour la NFEN 197-4, ou les ciments sursulfatés, les aluminates de calcium ou les métakaolins. Et ensuite, on y a introduit désormais, ils ne font plus l'objet d'une norme spécifique, les bétons d'ingénierie qu'on appelle BIPS ou BICP. D'autres évolutions, c'est aussi évidemment une harmonisation avec tous les textes normatifs qui avaient évolué depuis 4-5 ans. Et ensuite, on y a intégré également l'utilisation de granulats recyclés. Désormais, on peut formuler un béton avec des granulats recyclés. Donc, on va voir un peu plus loin qu'il en existe 3 types, avec des taux de substitution spécifiques. Et également, on y a élargi les additions en y intégrant de nouveaux éléments. Ensuite, on y a intégré une traçabilité du béton, c'est important, et ensuite des informations, mais aussi des consignes entre le producteur et l'utilisateur pour savoir qui est responsable et de quoi. Donc voilà cette norme française qui est sortie donc en décembre l'année dernière et qui est désormais applicable en France avec son complément national. Donc le complément national, vous le distinguez, c'est un texte dans la norme française à chaque fois qui est encadré et qui fait parfois la différence ou une distinction sur une formulation ou sur une mise en œuvre. Le sommaire de cette norme, donc on y reprend 11 points entre les domaines, les spécifications, la livraison du béton, les différents points de contrôle et l'évaluation des bétons qui sont livrés sur chantier. Donc la norme NFEN 206/CN
concerne les BPE, les bétons prêts à l'emploi, mais aussi les bétons fabriqués sur chantier, pour les centrales de chantier, et les bétons produits dans des usines de fabrication pour tout ce qui est béton préfabriqué. Destinés à quoi? Aux bâtiments, aux ouvrages de génie civil, dans leur intégralité. Dans cette norme, on reprend toutes les exigences applicables à un béton, donc constituants, ses propriétés, spécifications, livraison du béton frais, les procédures et les critères de conformité. Ensuite, désormais, on y a intégré deux principes généraux de méthode performantielle. On en distingue donc deux, les concepts de performance équivalente du béton qu'on appelle CPEB et le concept de performance équivalente de combinaison, CPEC, qui sont désormais intégrés dans cette norme. Tout à l'heure, je vous ai parlé donc des bétons fibrés. Deux types de fibres peuvent être désormais intégrés dans une formulation de béton et normalisées. Donc, les fibres d'acier qui sont conformes à la norme EN 14889-1 et les fibres polymères qui sont conformes à la norme EN 14889-2 pour une utilisation évidemment avec une procédure et un procédé bien et un mode opératoire bien précisé dans la norme pour garantir une homogénéité complète, c'est-à-dire que les fibres ne sont pas intégrées par exemple en arrivant sur le chantier, elles sont bien intégrées en centrale pour que ce soit bien un mélange homogène du béton. Ensuite, il est spécifié désormais dans cette norme, ça ne l'était pas mais ça a été désormais préciser, comme vous l'a dit tout à l'heure Patrick, que tout ajout d'eau est interdit. Si toutefois la personne qui réceptionne le béton sur chantier avait idée de rajouter de l'eau, aussitôt ce sera indiqué sur le bon de livraison, donc toute la responsabilité vous incomberait. Le producteur de béton se retire de toute responsabilité à partir du moment où il a été spécifié sur le BL qu'un ajout d'eau a été fait sur chantier. Et le chauffeur-livreur a bien cette consigne. Désormais, c'est très important et c'est bien spécifié. Ensuite, tout ce qui est adjuvants, pigments, etc. sont sous la responsabilité du producteur avec un mode opératoire bien précis pour effectuer et réaliser cette opération. Donc c'est pareil, tout est inscrit pour le producteur. Si toutefois il y avait des ajouts sur chantier, tout sera précisé sur le bon de livraison. Donc sous votre responsabilité dans quelques temps. Dans la norme, on définit, comme on le définissait dans la précédente, la 206-1, donc 4 types de béton. Vous y retrouvez les BPS, les BCP dans une norme, et également les bétons d'ingénierie tels que vous les connaissez maintenant. Pour ça, les spécifications des différents types n'ont pas changé. Donc les spécifications après les types de béton, évidemment, c'est faire la différence entre le béton frais, le durci, les conditions de cure, les dimensions, les agressivités par rapport à l'environnement, la durée d'utilisation, les exigences et les restrictions. Pour les spécifications des bétons à propriétés spécifiées, donc les BPS, vous allez retrouver tout ce que le client, on va dire, doit comprendre sur sa conformité, sur sa résistance, son choix de classe d'exposition, sa dimension maximale et nominale des granulats, la classe de teneur en chlorure et la classe de consistance. Voilà la désignation d'un BPS sur un bon de livraison. Comme vous l'avez vu tout à l'heure pour le ciment, donc une première partie en mettant le type de béton, comme quoi il est normalisé donc en indiquant NF 206/CM s'il est fabriqué en France. Ensuite, sa classe de résistance à la compression, sa classe d'exposition, la granularité qui a été choisie, sa classe de consistance S3 par exemple, et ensuite la classe de teneur en chlorure qui a été choisie dans la formulation du béton.
tous les constituants du béton sont normalisés. Donc chacun de ces matériaux, donc granulat, ciment, eau, adjuvant, addition, chacun de ces éléments ont une norme et c'est aussi obligatoire. Alors je vous ai dit tout à l'heure que une des évolutions de cette norme NF de EN 206, c'est d'avoir intégré les granulats recyclés. Donc ça fait l'objet d'un chapitre bien spécifique, en sachant que les granulats recyclés ont eux aussi leurs normes, et qu'il existe donc dans cette norme NF-EN 206 trois types de gravillons recyclés que l'on peut intégrer dans un béton, simplement type 1, type 2, type 3, en fonction de leurs caractéristiques naturelles. Ensuite, on a retenu 8 éléments pour pouvoir les classer, ces granulats recyclés. Donc on tient compte s'ils sont, leur origine est naturelle, s'ils ont, par exemple, s'ils contiennent du verre, si c'est un matériau bitumineux, s'ils contiennent de l'argile ou des éléments en terre cuite, ou s'il y a du bois, du plastique ou du caoutchouc. Chaque granulat recyclé est classé. Ensuite, un tableau a été réalisé pour pouvoir reprendre et intégrer exactement le type de granulat recyclé que l'on veut intégrer dans une formulation de béton en fonction de son constituant principal, mais également secondaire pour pouvoir faire des essais et obtenir la résistance que l'on souhaite. Ensuite, dans cette norme, il existe un tableau où l'on indique les taux de substitution en fonction de la classe d'exposition. On sait que tel type, le type 1 de granulat recyclé, eh bien, si on a une classe d'exposition de XC1 ou XC2, le taux de substitution peut se monter à 30%. Donc ça, c'est dans le tableau NA5, en sachant que la norme a 5 annexes, 5 tableaux, qui va à chaque fois spécifier en fonction de votre formulation de béton, de la classe d'exposition choisie, et bien la formulation que vous devez, et les taux et les quantités que vous devez mettre dans votre béton. Ensuite, on tient compte évidemment des additions, donc identiques au granulat recyclé. Il existe des taux de substitution en fonction du type de ciment et de la classe d'exposition choisie. Et puis des nouvelles additions, et la nouvelle que l'on trouve, c'est le métakaolin, qui fait partie désormais des additions que l'on peut retrouver dans une formulation de béton, ainsi que les laitiers moulus de haut fourneau, qui sont composés de 3 classes et qui peuvent rentrer dans la formulation béton. Ensuite, donc, dans les liants équivalents et nouvelles additions, on y trouve cendre volante, fumée de silice, laitier moulu, addition calcaire, métakaolin dont je viens de vous parler et les additions siliceuses. Donc, 4 tableaux en fait qui vous permettent d'avoir les limites applicables dans toute formulation et composition de béton. Ça, vous allez les retrouver dans les tableaux NAF1 jusqu'à NAF4 en fonction du type de béton, que ce soit du BPE, de la préfa, du béton d'ingénierie ou du béton d'ingénierie pour produits préfabriqués. Ensuite, dans chacun de ces tableaux, vous avez les valeurs limites sur 5 points en termes de résistance, en teneur minimale en liant équivalent, en teneur minimale en air dans le béton, le cas échéant, et le rapport addition sur addition plus ciment. En termes de liant équivalent, donc pareil, vous avez tout un récapitulatif qui reprend les critères de substitution en fonction de l'addition que vous avez choisie et pour savoir à quelle hauteur vous pouvez compléter ou non par une addition sur votre formulation béton. Oui. Alors ça, c'est typique à la France. La norme européenne n'accepte pas, si en France, on accepte, dans la formule, on dit qu'il faut mettre tant de ciment. Et en France, on accepte de remplacer une partie du ciment par une addition. C'est typiquement français.
Dans les autres pays, c'est impossible, on est obligé de mettre du ciment. Et en France, donc, la norme dit on remplace le ciment par un liant équivalent. Et ce liant équivalent, il est composé de ciment plus une addition. Donc c'est ce fameux C plus K. Mais les additions, elles n'ont pas le même pouvoir que le ciment. Donc, par exemple, une sonde volante, on considère qu'elle a ce pouvoir hydraulique qui apporte de la résistance. On le traduit par un petit coefficient au carré. Par exemple, une sonde volante, on dit qu'elle a un coefficient de 0,4, de 0,5 ou de 0,6. Une fumée de silice, elle a un coefficient de 1 ou de 2. Le laitier moulu a un coefficient de 0,6. Alors, ce qui veut dire que si par exemple dans mon béton je dois mettre 350 kg de ciment, je peux enlever éventuellement 50 kg de ciment, je vais le remplacer par une addition, mais en fonction de son pouvoir. Si par exemple je mets de la fumée de silice avec un coefficient de 1, j'enlève 50 kg de ciment, je peux le remplacer par 50 kg de fumée de silice. Vous voyez ? Mais si j'enlève 50 kg de ciment, par exemple si je fais des additions calcaires, je dois mettre 200 kg d'addition calcaire pour remplacer, parce que le coefficient est de 0,25. Vous voyez cette petite astuce? Ok? Non? Non, c'est juste que j'avais compris. C'est bon. Et donc ça c'est autorisé en France. Alors par contre, on ne peut pas remplacer tout le ciment par les additions. Et donc après on verra dans le tableau que ce nombre d'additions qu'on peut mettre, il est fonction de la classe d'exposition, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors quel est l'intérêt pour vous? Ça vous paraît peut-être complètement farfelu, tout ça, se dire je mets des additions, etc. L'intérêt peut être économique pour l'entreprise. C'est-à-dire, on imagine par exemple que le ciment vaille 100 €. Et la formule vous dit mettez 350 kg de ciment. Et vous voulez fabriquer du béton, et imaginons que la norme vous autorise de mettre 30 kg de substituer 30 kg de ciment par du laitier. Donc vous faites le calcul, vous dire pour substituer 30 kg de ciment, j'applique 0,6, donc il y a un calcul à faire, bon, genre, on suppose qu'on arrive à 50 kg de laitier qu'il faut mettre en plus. Le laitier, on suppose qu'il vaut 90 €. Donc à vous de voir en tant qu'entreprise, est-ce que vous avez intérêt à acheter une formule de béton à 100 € le ciment à 350 kg, ou une formule de béton à 300 kg de ciment plus 60 kg de laitier. Vous voyez le truc? Et donc les entreprises s'amusent à faire ce calcul. Sachant que le laitier, il vient aujourd'hui de Marseille ou du Nord, et donc il y a du transport, etc. Donc on calcule toutes ces choses. Donc c'est une liberté qui est autorisée pour les entreprises pour optimiser la formule. Donc il n'y a qu'en France qu'on est aussi compliqué dans les autres pays. En Angleterre, si on met du ciment point ligne, on n'a pas le choix de cette possibilité. Mais quand vous serez sur un chantier, vous aurez cette question éventuellement à vous poser. Le BPE se pose aussi ces questions et vous propose éventuellement des formules dans lesquelles on a rajouté ces additions. Ça peut être plus économique. Alors ça peut être plus économique, ça peut être aussi intéressant, parce que si vous avez un béton à faire l'été, mais vous devez avoir des bonnes résistances. Et donc vous mettez du clinker, donc vous avez intérêt à mettre du ciment, par exemple un C20, mais aussi comme il fait chaud, vous n'avez pas intérêt à ce que la prise soit rapide. Donc vous avez intérêt à substituer une partie du ciment par un liant qui est beaucoup plus lent, pour qu'il y ait moins de chaleur d'hydratation. Donc vous avez intérêt à faire une formule ciment plus laitier, quoi. Vous voyez l'intérêt que ça peut avoir. Ou c'est trop compliqué, non c'est bon? Donc à chaque fois, on se pose la question, autant il y a 15 ans on se disait je mets tant de kilos, puis je ne me posais pas la question, maintenant on se pose plein de questions sur savoir quelle est la meilleure formule pour répondre aux exigences de prix, aux exigences de qualité, de performance de mon béton à court terme, de long terme, la température, etc. Et donc c'est une grosse avancée qu'on a en France, et cette notion elle n'apparaît que dans l'annexe nationale française. Parce qu'en France on a beaucoup d'expérience sur ce genre de sujet. J'insiste là-dessus, donc le mail d'après, le slide d'après, pardon, ben, c'est un calcul. Là. Enfin, donc, par exemple, si on est d'une classe d'exposition X74, bon ça c'est un calcul normalement qu'on fait dans une compo, c'est un calcul à poser aux élèves. Hein. Donc on a une classe d'exposition X74, vous verrez tout à l'heure dans le tableau qu'on doit mettre 340 kg de ciment. Dans le tableau, il nous dit que le rapport A, c'est l'addition sur A plus C, doit être de 0,15. Le coefficient du laitier, c'est 0,9. Donc, le but, c'est calculer combien je vais mettre de laitier pour remplacer ma quantité de ciment, que j'ai le droit de mettre au maximum. Donc le C plus K, bah, c'est 340. Je dois avoir 340 kg de ciment. Je fais tous ces calculs, ces équations. Il y a deux inconnues, deux équations, c'est très simple. Et j'obtiens que je peux mettre 52 kg de laitier. Donc je peux substituer donc, ma formule complète. Soit je vais mettre 340 kg de ciment, soit je vais mettre 293 kg de ciment et 52 kg de laitier. Okay. Et à vous de voir si économiquement c'est intéressant, si ça vous apporte des propriétés en plus. Ok? Vous avez vu, le calcul est simple, enfin, c'est deux équations toutes simples, sauf qu'il faut savoir dans quel sens les prendre. Et ça, je vous présente rapidement, et ça c'est le tableau, la base. S'il y a quelque chose à savoir dans la norme béton, c'est ça, c'est le tableau, qui donne
pour chaque... Vas-y, pour chaque classe d'exposition, en fonction du choix que vous allez faire de vos additions et de votre formulation, de savoir exactement quel taux de substitution vous pouvez avoir devant vous et quelle quantité vous devez mettre dans votre formulation de béton pour chacun de vos matériaux. Alors, juste une précision. Tout à l'heure, les notions de classe d'exposition, vous allez peut-être vous dire, c'est des affabulations de cimentiers, etc. Vous voyez que si on est en XF1, je peux mettre 280 kg de ciment. La norme autorise. Si je suis en XF4, 340. Vous êtes maître d'ouvrage, vous êtes trompé. Vous êtes au Havre, vous êtes trompé sur votre cahier des charges, vous avez mis que vous êtes en gel sévère. Et ben on va vous livrer un béton à 340 kg de ciment, donc vous allez surpayer alors que vous pouvez mettre 60 kg de moins. Donc vous allez avoir un ouvrage beaucoup plus cher. Donc attention à bien appliquer ça. À l'inverse, si vous êtes au Havre, si vous êtes à Chamonix et que vous êtes trompé dans votre cahier des charges, vous faites un béton XF1, on va vous livrer un béton avec 280 kg, mais il ne tiendra pas parce que pour qu'il tienne, il faut qu'il ait 340. Donc ça c'est la base. Si on n'a pas compris les classes d'exposition, on a tout faux dans la durabilité des ouvrages, dans tout. On a bien compris les classes d'exposition, ensuite on traduit ce tableau, on a parfaitement la formule. Alors tout à l'heure je vous disais qu'un béton peut avoir 3 ou 4 classes d'exposition, et donc comme le béton il faut qu'il résiste à toutes les expositions, et que chaque exposition donne des contraintes, il faut choisir le maxi des maxi. Alors, vous voyez les chiffres ou pas là? Non. Il y a ceux qui disent non, allez chez l'oculiste. Alors bon, on va imaginer que vous avez un béton qui est soumis à XEC4, qui est assez courant, et XF2. Donc XEC4, c'est ici. Je dois avoir au moins C2530, résistance du béton, et je dois avoir au moins 280 kg de ciment. On suppose qu'il est aussi XF2. XF2, ça veut dire C2530. Qu'est-ce qu'elle a flèche? C2530, c'est bon? Ah, c'est toi, pardon. Et là, 300 kg. 300 kg. Et donc, comme il faut qu'il résiste à XC4 et XF2, la résistance est la même, et donc je vais mettre 300 kg de ciment. Si en plus, par exemple, mon béton, il fallait qu'il résiste à XA2, il a une réaction chimique, ben, XA3 par exemple, pour simplifier, ben, XA3, il me dit 380. Et donc, je prends le maxi des 3 dosages qui sont imposés par la norme. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, il vaut mieux aller au plus. Pour autant, dans les 3 conditions, le ciment utilisé n'est pas forcément le même. Alors, le ciment, la norme a évolué. Avant, c'était forcément, ça pouvait être n'importe quel ciment de la norme. Malgré tout, oui. Donc, c'est le ciment de la norme. Maintenant, et ça ne pouvait être, alors, non, c'est pour les éditions, non. C'est pas le même ciment. Par contre, ce qu'il faut lire, parce que si après, ça va être trop compliqué. En bas du tableau, ici, il y a nature du ciment. Et si je suis en XEC4, il n'y a rien. Ça veut dire que je peux prendre n'importe quel ciment de la norme. À partir du moment où il est dans la norme, je peux le prendre. Si je suis en XF2, j'ai rien, donc pas de souci. Si je suis en XA3, il y a un stéréis ici, puis dans la norme, il y a un truc écrit en tout petit, alors il faut avoir vraiment des bonnes lunettes, alors, dans lequel il est écrit, il faut mettre un ciment PM, ou ES, avec nos spécifications. Donc c'est au sulfaté ou prismaire. Prismaire ou au sulfaté. Donc c'est en lisant cette dernière ligne ici qu'on a en plus le choix du ciment. Tout à l'heure, je vous avais dit aussi que si on est au bord de la mer, il faut que le ciment particulier, parce qu'il y a des agressions, et donc à chaque fois qu'on est en XS2, XS3, je prends un ciment prismaire. Donc attention, il faut lire les spécifications dans les colonnes, et puis ensuite lire la spécification bien particulière sur le choix du ciment. Ok? Voilà. Alors tout à l'heure, on revient là-dessus, tout à l'heure, on a vu que j'étais en XF4 et je voulais substituer mon ciment par du laitier, donc je prends ce tableau, je vais voir le laitier moulu qui est ici, et ici, donc, c'est le tableau qui donne le C sur C plus A. Et donc, ça veut dire qu'en XF4, j'ai le droit de substituer 0,15. Le calcul que j'ai fait tout à l'heure, 0,15. Vous voyez que si j'avais été en XF1, j'ai le droit de substituer à hauteur de 0,3. Donc, plus on est agressif, moins on peut substituer une addition par rapport à du ciment. Vous voyez la philosophie, ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie de tout ça. Après, vous aurez tout le temps de réfléchir à comment l'appliquer pour un cas particulier. C'est bon? C'est bon ou c'est compliqué? C'est bon? Ouais. Donc vous avez le 3e tableau NAF3 qui vous donne les valeurs limites pour tout ce qui est composition et propriété du béton d'ingénierie, qui est aussi fait en fonction de la classe d'exposition que vous allez choisir. Donc les classes d'exposition, dépend également d'un choix en fonction de votre situation géographique.
Donc, il existe dans cette norme une carte de gel et une carte de salage qui vous détermine exactement dans quelle classe d'exposition vous allez vous définir en fonction de votre commune ou de votre ville. Donc, les bétons sont classés selon 5 principales classes suivantes: les classes de résistance, d'exposition dont on vient de parler, consistance, la classe de teneur en chlorure et la classe de masse volumique. Donc, classe de consistance, eh bien ça, vous le faites grâce au test de classe d'affaissement. À ce moment-là, donc vous vous situez entre S1 et S5 en fonction de l'étalement de votre béton. Et puisque l'on y a intégré dans cette norme, la norme NF 206-9 qui concerne les bétons autoplaçants, vous avez également une classe d'étalement pour les bétons autoplaçants. Ensuite, toujours une particularité pour les BAP, il y a une classe d'aptitude à l'écoulement lorsque vous exécutez un test avec la boîte en L. Et à ce moment-là, il existe 2 types de classes, PL1, PL2, et un taux de remplissage de la boîte en L pour savoir exactement où vous vous situez, ou sinon une classe de résistance à la ségrégation en SR1 ou SR2. Et ensuite, le paragraphe qui parle de la classe de résistance à la compression de 28 jours, comme ça l'était dans la norme précédente. Précisément là-dessus, pour parler de l'Europe, ici, lorsqu'on mesure la classe de résistance d'un béton, vous avez 2 valeurs. Soit sur cylindre, soit en France, on mesure la classe de résistance d'un béton sur un cylindre, vous avez tous fait des cylindres, 16, 32, des poulettes cylindriques, 16 de diamètre, 32 de hauteur. En France, on fait tout ça. Dans d'autres pays, ils ne font pas 16-32, ils font 15-30, ou un peu moins, en tout cas, c'est toujours un rapport de 1 sur 2. Puis il y a des pays où ils font des cubes. Des cubes 200 par 200, 150 par 150, ou 100 par 100 par 100. Et quand il a fallu se mettre en Europe autour de la table à 27 pays et se dire comment je vais mesurer la résistance du béton, comment je vais la mesurer. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on mesure, pour tous les matériaux c'est valable, un matériau n'a pas une résistance comme ça intrinsèque. La résistance, elle est fonction de l'essai et de la manière dont on mesure. Si vous changez la forme de l'éprouvette, vous n'allez pas obtenir la même résistance. Si vous changez la vitesse de la force que vous appliquez à l'éprouvette, vous n'obtenez pas la même résistance. Vous savez, c'est le matériau, quand on dit un béton il a 30 mégapascales, c'est conformément à la telle norme que je mesure dans telle condition. Et donc quand en Europe il a fallu se mettre d'accord, est-ce que je fais du cylindre, est-ce que je fais du cube? Alors les Français ils étaient tous appareillés en cylindre, tous les Français voulaient faire du cylindre, les Italiens ils voulaient faire aussi du cylindre, donc ils allaient à Bruxelles en disant on fait du cylindre, et puis les Allemands ils disaient ben non je vais faire du cube 200 par 200, puis les Anglais disaient je vais faire du cube 150 par 150, au bout de 20 ans de discussion, ben, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, donc chacun fait comme il veut. Donc c'est pour vous dire que l'Europe, quand on dit que l'Europe c'est compliqué, même comment mesurer la résistance du béton, on ne s'est pas mis d'accord en Europe. C'est un détail. Donc on peut faire sur cylindre ou sur cube, on choisit, on dit, et puis ensuite on fait le chantier en conséquence. Et donc dans cette norme, un tableau qui regroupe les masses volumiques normales entre des bétons légers jusqu'au béton lourd, donc 16 classes qui vous donnent les résistances caractéristiques minimales sur cylindre et sur cube pour chacun de ces bétons. En fonction donc de sa masse volumique, un nom, on va dire, un type de béton, une masse volumique qui est entre 800 à 2000, eh bien on va parler de béton léger. Dans tous les cas, s'il est supérieur à 2600, eh bien on parlera de béton lourd. Poser une petite question, à votre avis, les bétons légers, ça sert à quoi? Les bétons légers avec cette densité, ils sont considérés comme structurels, mais avec faible résistance. Et donc si par exemple on a Vous avez de la chance, il répond à votre place. C'est pas grave. C'était la question pour les élèves. Hein. C'est pas grave. Vas-y, t'étais parti, vas-y. Donc par exemple vous avez une maison avec un plafond et puis c'est des poutres en bois, et donc si vous chargez avec une dalle en béton dessus pour aménager votre grenier, la dalle en béton avec une densité de 2,5, ça risque d'être trop lourd pour les poutres en bois. Et donc dans ce cas-là, on accepte de faire un béton léger, qui a une densité voire de 1 comme l'eau, et qui n'a pas beaucoup de résistance, mais pour faire un plancher ou pour un grenier, ça suffit. Voilà, et alors, vous, le béton lourd à votre avis, quelle est son utilité? Structurel, d'accord, mais il y a aussi autre chose.
Pour les radiations. Les bétons lourds, effectivement, dans le milieu radioactif, etc., c'est la loi de masse qui prime. Donc plus la densité est importante, moins les radiations peuvent passer. Voilà. Ou les stades. Actuellement, il y a un stade qui est en train de se construire à Paris. Si vous suivez le rugby, il y a le stade en français, l'autre, le Racing Club Métro, qui a faire son stade, s'appelle l'Arena, qui va être inauguré dans 2-3 mois. Le stade, il est à côté du bureau. Alors le stade, ça ne sera pas qu'un stade, ça va être aussi une salle de concert, etc., etc. Et donc pour séparer le stade des bureaux, ils ont fait un mur en béton. Enfin, il y a un mur en béton. Et ce mur, ils l'ont fait en béton lourd, au cas où un jour, il y aurait un concert pendant que les gens de l'autre côté travaillent, et puis ça peut travailler correctement. Donc le béton lourd peut servir aussi de blocage thermique, de barrière thermique, barrière acoustique. Et une application très, très précise au stade d'Arena. Et pour terminer, donc la classe de teneur en chlorure qui est aussi importante pour certaines applications et formulations. Donc en fonction de l'utilisation finale du béton, il va falloir choisir votre classe de teneur en chlorure. Et à ce moment-là, donc on en définit 4 dans cette norme et à chaque fois avec une teneur maximale en chlorure rapportée à la masse du ciment. Juste un petit détail pendant que tu passes. C'est compliqué. J'espère que vous arrivez à comprendre que c'est compliqué d'écrire ne serait-ce qu'un CCTP pour dire vous allez me faire une maison, etc. Vous allez me faire des murs de telle épaisseur, etc. Tel rendu, telle planéité. Mais vous êtes obligé aussi de dire la quantité de chlorure. Et vous n'êtes pas chimiste. Et pourtant, c'est de votre responsabilité de l'indiquer. Donc des gens comme Agnès ou Patrick Guiraud qui sont là, ont fait des documents qui sont très utiles parce que c'est très compliqué. Ou alors, c'est recours direct à un bureau d'études chimiques qui, lui, va prendre les eaux souterraines, un échantillon d'eau souterraine, un peu de sol, etc., et qui va vous déterminer et qui va vous guider. Mais, parce que si la classe de teneur en chlorure est trop élevée, ça fait quoi en fait? C'est quoi la conséquence? Quand on vous parle de chlorure, vous pensez à quoi? Au sel? Ouais. Et Bon, donc la rouille, la carbonatation des armatures, donc forcément l'atout principal, on va dire, du béton, qui est sa durabilité, sa pérennité, est remise en cause fondamentalement. Donc il faut faire très attention en fonction du lieu où vous êtes, donc analyse de sol, des eaux, etc., mais également de son utilisation du bâtiment. Si c'est un bâtiment d'élevage, forcément, au niveau de la teneur en chlorure, vous devez en tenir compte. Parce que les animaux ont, je dirais, des rejets qui sont très acides et qui vont forcément provoquer une armature une carbonatation des armatures beaucoup plus précoce. Donc il faut en tenir compte. C'est important dans la pérennité du béton. Ensuite, dans les 2 derniers points que je voulais évoquer, c'est également un échange qui a été fait entre les producteurs et les utilisateurs de béton. Donc une charte a été mise au point et signée entre les principaux acteurs qui donc s'intitule la charte des relations entre les fournisseurs et les clients du BPE et qui ont repris les principales règles et les bonnes pratiques de mise en œuvre du béton. On parle non seulement d'ajout d'eau, mais également de résistance, de conditions de livraison du béton, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre trop longtemps sur le chantier. Lorsqu'une toupie part de la centrale, elle a combien de temps, selon vous, pour livrer sur chantier? Alors, on met combien de temps entre la centrale et puis le chantier? 30 heures. Ouais. 30 minutes. Normalement, au niveau transport, c'est 1 heure. Et on envisage, on va dire, au maximum une demi-heure d'attente sur le chantier. Donc c'est 1h30. Au-delà, forcément, au niveau du béton, il y aura des vérifications à faire parce que les conditions ne sont plus optimales.
Et c'est d'autant plus vrai quand il fait chaud, quand il fait froid. Hein. Tout est à régler au millimètre. Hein. C'est une vraie recette. Donc les bons de livraison, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, on y indique le type, la classe de résistance du ciment qui doivent y être indiqués. Il est bien évident que tout ajout effectué sur le chantier doit être inscrit sur le bon de livraison avec la mention de la partie qui a demandé cet ajout, hein, avec le nom de la personne, pas seulement une croix en bas du bon de livraison, et que toute addition sont prises en compte pour que tout se passe dans les meilleures conditions et que votre fournisseur de béton prêt à l'emploi a bien respecté toutes les conditions qui ont été stipulées dans le bon de commande. Et pour terminer, donc la marque NF, dont vous a parlé tout à l'heure Patrick, eh bien il y a la marque NF du béton prêt à l'emploi. Tout producteur n'est pas obligé, on va dire, d'être marque NF, mais c'est un plus. Il est volontaire de faire cette démarche, donc c'est un plus, c'est une qualité qui va le démarquer des autres. Merci Agnès. Bon, ça vous paraît peut-être compliqué, tout ça, on en rajoute au fur et à mesure. Ce qu'on souhaite là, c'est vous présenter toutes les grandes lignes, mais après, si effectivement vous ne vous repenchez pas là-dessus, vous allez tout oublier. L'idée, c'est vous donner des focus sur ce qui est important. Ce qui est important lorsque vous êtes sur l'entreprise et tout, on a beaucoup insisté sur ces notions de classe d'exposition. Parce que si on a bien la classe d'exposition, après on comprend bien le dosage, on comprend bien la durabilité, etc. Donc c'est des notions fondamentales. Bon, tout le reste est aussi important, mais ayez tout ça en tête. De toute façon, les exposés, éventuellement, on les mettra à votre disposition. Vous pourrez les avoir et les retravailler. Et puis, dans les cours, vous allez revenir sur ces détails. Alors, comme vous aimez bien les films, je vous passe un film. Il y en a qui a bien aimé tout à l'heure le film. Alors, c'était le côté Spielberg qu'il a bien aimé. Ouais. Bon, Agnès vous a expliqué que dans la norme, on accepte maintenant les granulats recyclés. Alors tout ça pour vous dire que le béton est un matériau recyclable à 100%. On prend du béton, ce bâtiment, dans l'Ismatan, on le démolira, on le concasse, on obtient des granulats, on refait du béton. Donc là, le film va vous expliquer tout ça. Alors c'est un petit peu pédagogique, c'est un dessin animé. Hein. Donc bon, ne soyez pas vexés si vous pensez que c'est pour les gamins, parce que le message est malgré tout très, très technique. C'est celui d'en bas, je pense. Donc, ça, tu peux mettre en grand écran. À côté. Elle a toujours été là, cette usine. C'est ici qu'on se donnait rendez-vous avec mes copains. On appelait ça le château. Oui, mais l'usine menaçait de s'écrouler. C'était dangereux. Tu verras, ils vont vite en faire quelque chose de sympa. Je le sais parce que je travaille justement avec ce chantier. Comment ça? Tu travailles sur ce chantier? Plus exactement, je récupère le béton qui ne sert plus pour le recycler. C'est aussi ça mon métier, tu savais pas? Non. Mais t'es un sacré magicien si t'arrives à faire quelque chose avec du béton tout cassé. C'est peut-être pas de la magie, mais de nos jours, c'est drôlement nécessaire. Le béton, on en a tous besoin. Mais quand il ne sert plus, il est tout simplement jeté. C'est du gâchis, et en plus, ça finit par s'accumuler. Au fait, tu sais comment c'est fait, toi, le béton? Attends, je sais. C'est fait avec
Moi, non, je sais pas. Tiens, je te montre. Il faut du ciment, du sable, du gravier et enfin de l'eau. On les mélange et ça fait du béton. On y rajoute même du fer pour rendre les constructions plus solides. Mais alors, où est le problème? Le sable, l'eau, tout ça, on en trouve partout. Tu sais, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, mais on a trouvé des moyens pour transformer le béton abandonné et lui redonner de la valeur en le recyclant. Et pas seulement le béton solide. Viens, je vais te montrer. Par exemple, les centrales à béton, là où on fabrique le mélange, laissent au fond des cuves de grandes quantités de boue toutes molles et liquides. On appelle ça de la boue de béton. Rien qu'en France, des centaines de milliers de tonnes de boue de béton sont produites chaque année. Et jusqu'à ce qu'on intervienne, elles n'étaient pas recyclées. Recycler de la boue. Oui, grâce à ce procédé. Après avoir été brassées pour en séparer les différents matériaux, les bouts de béton sont transformés à nouveau en sable et gravillon tout neuf. Même l'eau qui reste est filtrée pour être recyclée. Elle peut repartir vers d'autres chantiers et servir encore. Alors rien n'est perdu. Tout à fait. Et encore plus fort, les matériaux qui ressortent de chez nous sont plus écologiques après ce traitement. Un procédé unique qui ne cause qu'un minimum d'impact sur l'environnement. Par exemple, on injecte du CO2 pour traiter l'eau des bouts de béton. Du coup, tout le CO2 est complètement absorbé. C'est un peu comme les arbres quand ils aspirent le CO2. Oh là là, oh mais je savais pas que tu t'y connaissais, bravo. Et oui, c'est un peu comme le principe de la photosynthèse. Pour te donner une idée, le procédé qu'on a mis au point capture l'équivalent de ce qu'absorberait 10 hectares de forêt par an en CO2. 10 hectares de forêt, c'est grand comment ça? Voyons, grand comme environ 14 terrains de foot, si tu préfères. Waouh! L'objectif, tu vois, c'est aussi de tout faire pour que le recyclage pollue le moins possible. Tiens, tu sais pourquoi nos camions circulent surtout la nuit? Parce que la nuit, il y a moins de monde sur les routes. T'as tout compris. Comme ça, ils consomment moins de carburant, donc ils polluent moins. Ouais, mais je suis sûre que ça doit être plus difficile de faire ton tour de magie avec des gros morceaux de béton tout durs comme ceux de l'usine. Eh bien, pour le béton solide aussi, il existe des solutions. Pas besoin de magie, juste des machines bien pensées pour concasser, noyer, trier tous ces blocs de béton qui sinon terminaient leur vie dans une décharge et mettaient très longtemps à disparaître. Ouais, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces tas de sable et de cailloux? Ah, c'est là que ça devient magique. Avec le sable recyclé, on peut par exemple faire un terrain de beach volley. Avec les gravillons, selon leur taille, on peut faire un chemin devant ton école ou bien aménager des jardins publics. Et pour boucler la boucle, on peut aussi fabriquer à nouveau du béton qui pourrait servir par exemple à faire des routes, ou bien servir à la construction de nouveaux bâtiments. C'est comme s'ils avaient droit à une deuxième vie alors. Exactement. Et puis, avec les restes de la vieille usine que toi et tes copains aimaient bien, on va pouvoir faire quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Génial! Un skatepark! Oh, 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 oh. Voilà! Wouhou! Ouais! Premier producteur mondial de matériaux recyclés décarbonés. Alors, il n'y a pas le message subliminal à la fin, hein, donc ce dessin animé, bon c'est un dessin animé, mais il explique la réalité concrète, hein, c'est actuellement dès qu'on construit un ouvrage, on le recycle de cette manière, on fait du béton. On a un programme de recherche en cours, enfin toute la filière, un programme de recherche, un programme de recherche important, il est TESA, etc., sur 5 ans, pour encore optimiser tout ça, pour faire en sorte que 100% du béton puisse être recyclé, puis surtout on essaie de prouver qu'une fois qu'on l'a recyclé, si après 10 ans après on casse le bâtiment, on peut encore faire du béton. Il y a une piste à Roissy qui s'est faite il y a 3 ans, une piste ancienne en béton. Ils ont décidé de la changer parce qu'elle était un peu usée. L'entreprise a récupéré le béton de la piste et puis il y avait une centrale à béton qui a refait du béton, qui a refait la même piste. Donc ça existe, c'est du concret. Voilà. Alors si ça vous intéresse aussi, c'est des métiers qu'embauchent actuellement parce que le recyclage est quelque chose qui est quand même très tendance, la préservation des ressources et autres. Donc il y a des embauches intéressantes pour des nouveaux métiers. Voilà. Il nous reste un petit moment. Je propose de vous montrer des photos maintenant.
sur tout ce qu'on peut faire en béton. Alors ça va aller assez vite parce que j'ai plein de photos et je voulais vous montrer beaucoup de choses. Voilà, rapidement, 20 minutes, on termine à 17h, ça vous va? C'est bon? Alors, premier ouvrage en béton, la fameuse barque de Lambeau. Ça, c'est une photo d'une cimenterie, vue aérienne d'une cimenterie, donc un gros complexe industriel dans lequel aujourd'hui tous les échantillons à toutes les phases de production est prélevé de manière automatique. Envoyé dans un laboratoire. Dans un laboratoire, il n'y a plus de technicien, il y a un robot qui prend les échantillons, qui les fait analyser. Les résultats des échantillons, des analyses sont donnés sur l'ordinateur qui autocorrige la fabrication. Tout ça se fait en continu. Si vous allez dans une cimenterie le soir ou le week-end, il y a 3 personnes dans une salle qui vérifient que tout fonctionne bien. Maintenant, on sait, en France, on pourrait fermer l'usine à clé, partir, l'usine fonctionne toute seule. Par contre, si vous visitez une cimenterie dans la journée, vous avez à peu près 100 personnes dans une cimenterie qui font de l'entretien. Parce qu'il y a toujours un vérin qui tombe en panne, il y a toujours une prise électrique qui merde dans un coin. Donc c'est l'entretien pour que ça fonctionne en continu, mais on sait faire de manière complètement automatisée à tout niveau. Bon, ça on a vu tout à l'heure. Ça c'est lorsque si vous avez la chance de voir une cimenterie, c'est à la sortie du four, enfin au bout du four, où là vous avez la fameuse lave à 1450 degrés que l'on va refroidir très vite pour faire du clinker. Voilà une cimenterie, un gros complexe industriel. Pour faire une cimenterie, on investit, c'est plusieurs milliards d'euros d'investissement. Une cimenterie, globalement, elle fait 1 million de tonnes de ciment par an. Pour faire 1 million de tonnes de ciment, il faut 1,5 million de tonnes de matériaux. Donc on fait une cimenterie que si on sait qu'on a 100 ans de réserve. Sinon on ne le fait pas. Donc ça veut dire que la carrière va nous permettre de fabriquer pendant 100 ans, sinon c'est pas la peine. C'est très dur d'ouvrir une cimenterie. Lafarge essaye d'ouvrir une cimenterie en région parisienne depuis 20 ans. Et puis il y a des blocages de partout, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à ouvrir une cimenterie aujourd'hui en France pour plein de contraintes environnementales. Et donc c'est un peu compliqué. Bon, donc on essaie de faire des cimenteries qui ont des grandes réserves. Donc là, les granulats, vous connaissez, ça c'est les armatures. Juste cette photo d'armature pour montrer que si vous avez un risque de corrosion, il existe des armatures en inox. Les armatures en inox ne se corrodent pas, elles sont beaucoup plus chères, 4 fois plus chères que l'armature classique, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Et sur les chantiers, le surcoût, il est que de quelques pourcents. Par contre, vous avez un béton qui va jamais, enfin, des armatures qui ne vont jamais se corroder. Bon, je passe rapidement des photos de bâtiments pour montrer qu'on peut faire des bâtiments, qu'on peut faire des choses très rondes, à l'inverse selon les vœux des architectes. On peut faire des choses très anguleuses ou très angulaires. Bon, je passe rapidement là-dessus pour montrer la diversité. Le but c'est d'exposer, c'est pour vous montrer la diversité des ouvrages que l'on peut faire en béton. De plus en plus d'ouvrages maintenant de ce type, avec ici ce qu'on appelle des pare-soleils qui permettent de faire des bâtiments qui, en termes d'énergie, consomment moins d'énergie, en particulier en termes de climatisation pour cet ouvrage. Ça, c'est pour rappeler un petit peu que le béton a été inventé par les Romains, c'est à Montpellier, pour ceux qui connaissent, c'est un architecte qui a conçu un truc un peu à la romaine. Tout ça, c'est de la préfabrication, tous les éléments sont préfabriqués, vous voyez, tout est fait dans une usine et assemblé sur le chantier. Bon, si un jour vous avez un coffrage de ce type-là à faire, c'est un peu compliqué, hein. Les architectes, maintenant qu'ils savent qu'on peut tout faire, ils font des murs dans tous les sens, c'est un peu compliqué de faire des coffrages inclinés. Là, c'est un ouvrage tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Hein. Maintenant, on construit, alors vous entendrez beaucoup parler d'HQE, etc. C'est construire des bâtiments en tenant compte des conditions climatiques. Et bien là, le soleil est par là, il chauffe le bâtiment l'été. Et puis de l'autre côté, il y a un mur qui est complètement aveugle, parce que c'est côté froid, il est hyper isolé, de manière à ce qu'on utilise le moins possible de chauffage dans ce bâtiment pendant toute l'année. Donc des conceptions un peu nouvelles. Alors, avant, on construisait un peu dans n'importe quel sens les bâtiments. Maintenant, on tient compte en particulier de l'éclairage apporté. Ça, juste pour montrer que le même architecte, en l'occurrence c'est Rudy Ricciotti, pour moi le plus grand architecte actuel en France, face à un besoin, l'architecte ne va pas concevoir du tout la même chose. Là, c'est une salle de danse, et il voulait que les élèves danseurs dans la salle voient à l'extérieur. Donc une structure très aérée, avec des photos partout, très aérée. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez l'impression, à l'intérieur, vous avez l'impression d'être à l'extérieur. Enfin, il y a quelques contraintes. Par contre, ce chantier, je vous imagine, s'il faut coffrer des trucs comme ça, si un jour vous avez un chantier comme ça, bon courage, on sait faire, mais c'est très compliqué en termes de coffrage. Et le même architecte, il fait une salle de musique, donc là c'est un vitrol, une salle de musique. Le même architecte, là, à l'inverse, il fait quelque chose de très dense, noir, très dense, pour qu'à l'intérieur on puisse faire de la musique et ça ne gêne pas les riverains. Donc face à un architecte, face à une commande, il ne fait pas du tout la même chose, il varie énormément. Bon, voilà un autre ouvrage. Ça, c'est un ouvrage, c'est un architecte qui s'appelle Calatrava, un architecte qui conçoit ses ouvrages un peu comme des squelettes. Donc là, c'est la gare TGV de Lyon, Lyon-Saint-Exupéry. Vous avez l'impression que c'est un squelette, c'est du béton blanc,
Hein, on peut faire du béton très blanc en utilisant du ciment blanc. Là, c'est une chapelle, une église en Italie. Là, c'est le Corbusier qui a fait ça. C'est en France, une ancienne qui a été faite il y a 30-40 ans. Juste, c'est là une chose un peu particulière, c'est qu'il a utilisé du béton auto-nettoyant. Donc, on met dans le béton un produit qui s'appelle dioxyde de titane, qui fait en sorte que sur ce béton, si une salissure se dépose, elle est auto-détruite par une réaction chimique, et par la pluie, c'est lavé. Et donc, vous avez un parement ici, qui est incapable de nettoyer en temps normal, qui reste parfaitement blanc. Donc, c'est une nouveauté qui est apparue sur le marché il y a à peu près 5 ans, le béton auto-nettoyant. Hein, il n'y a jamais de mousse qui se dépose dessus, parce que la réaction du catalyseur, le dioxyde de titane, auto-nettoie le béton. Voilà, ça c'est pour vous dire qu'en béton on peut faire des maisons un peu comme on veut. À vous de choisir la maison que vous voulez. Celle-là elle est plutôt en Provence, style provençal. Celle-là elle est plutôt dans le sud avec beaucoup de zones vitrées. L'autre elle est plutôt dans les pays du nord. À vous de choisir où vous voulez habiter en fonction de la région. Il y a toujours, quel que soit le pays, il y a toujours une maison qui s'intègre dans le paysage. Voilà, autre application, beaucoup d'architectes actuellement jouent sur des voiles sur le béton, et vous voyez, par des jeux de lumière, on a l'impression d'avoir des voilages. En fait, c'est du béton avec un coffrage un peu particulier. Ça, pour vous expliquer qu'on a développé, Agnès en a parlé un petit peu, ce qu'on appelle des bétons autoplaçants. Je vous ai dit depuis tout à l'heure que le béton, il faut le vibrer, parce qu'un béton, vous mettez dans un coffrage, voilà ce que ça donne si vous ne le vibrez pas. Ça comme ça, il y a des trous partout, il y a des vides partout. Et donc on le vibre, on met des aiguilles vivantes, on vibre tout ça, et on le passe. Et ensuite, il va arriver à ce niveau-là. On a développé, grâce à des adjuvants super performants, des bétons qui n'ont pas besoin d'être vibrés, qui se mettent en place tout seuls. Alors, ce n'est pas des bétons dans lesquels on a mis de l'eau, c'est des bétons, à la limite, il y a beaucoup moins d'eau dans ces bétons, mais ils se mettent en place tout seuls. Les granulats sont bien répartis dans la masse. Donc ça, c'est la grande nouveauté depuis 10 ans maintenant, des bétons qui se développent beaucoup sur les chantiers. Alors ça, c'est un chantier, par exemple, qui a été fait en béton autoplaçant. L'architecte a voulu faire un mur, alors très particulier. L'architecte, à l'intérieur, c'est des bouteilles de Pinax à Bordeaux. C'est un négociant en vin qui vend que des grands crus. La moindre bouteille doit valoir 100 ou 150 €. Il y en a 6 millions à l'intérieur. Donc il a voulu faire un hangar un peu particulier. Alors comme lorsqu'on conserve du vin, il ne peut pas y avoir des grandes variations climatiques de température, il l'a fait en béton. Hein. Donc voilà. Et puis l'architecte a voulu faire un mur parfaitement blanc, fait en béton autoplaçant. Béton autoplaçant, ça permet de coffrer des grandes surfaces sans reprise de bétonnage. L'architecte, il a voulu que le mur il soit auto-nettoyant, donc il a mis ce fameux béton auto-nettoyant, vous avez un mur parfait. Ça, c'est le jour. Et puis la nuit, voilà comment ça apparaît. Alors, comment il a fait ça? Lorsque vous faites un coffrage, vous avez les coffrages, on met des barres à l'intérieur du coffrage pour tenir les branches. Et puis vous avez toujours des trous. Et puis ces trous, on va les coucher. Puis là, l'architecte s'est dit, dans ces trous, je mets des lumières, il a mis des LED. Dans tous les trous il a utilisé les trous. Et voilà l'ouvrage. Et puis il s'est dit, pour qu'on le voit mieux, je vais faire un bassin devant. Et ce qui fait que la nuit, on a l'impression que le bâtiment, il fait tout. Donc vous voyez comment un architecte, en utilisant les nouveaux matériaux, béton autoplaçant, béton auto-nettoyant, en utilisant ces fameux trous là qu'on ne sait jamais comment les reboucher, c'est jamais joli, arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Voilà, ça c'est le même ouvrage vu de l'autre côté, et puis la vue, parce que c'est dans une pinède, l'intégration parfaite de cet ouvrage dans la pinède. Rapidement là-dessus, il se fait de plus en plus maintenant depuis cyclable en béton. L'avantage du béton, c'est qu'on peut en surface faire apparaître plus ou moins les granulats, les techniques de béton désactivées. Et donc lorsqu'on est dans une zone où il faut que les vélos aillent un peu moins vite ou ralentissent parce qu'il y a un croisement, il suffit de faire apparaître les granulats. Le gars qui fait du vélo, il a un petit peu peur parce que ça vibre, et donc ça permet d'assurer la sécurité passive des gens et qu'ils adaptent leur vitesse. Les tramways, ils s'en fait. Actuellement, il y a des tramways dans 36 villes. En France, c'est le grand transport en commun qui se développe. On les a détruits il y a un siècle, maintenant on les fait partout. Le propre des tramways, c'est des charges lourdes qui passent toujours au même endroit. Ça ne peut pas se faire en enrobé. Le béton est la seule solution pour ça. Et donc vous avez des tramways soit sur rail, ici, dessous vous avez une dalle béton qui fait 20-25 cm, soit sur pneu. Ici c'est un tramway sur pneu. Toujours la charge au même endroit, charge lourde au même endroit. Le béton résiste parfaitement à ce genre de sollicitation. Et puis le summum, ça se fait dans beaucoup de villes maintenant. Dessous il y a une dalle béton, 20-25 cm, et puis dessus du gazon. Donc, qui permet de faire un petit peu de verdure en ville. Ça, c'est à Paris, dans le sud de Paris. Beaucoup de giratoires à droite se font en béton. Problème des giratoires, lorsqu'un camion passe dans un giratoire avec la force centripète, centrifuge, la charge se déporte sur un côté et l'axe de roue qui est sur l'extérieur est beaucoup plus chargé que l'autre. Ça fait des charges importantes, canalisées, et donc les enrobés ne tiennent pas. Le béton apporte cette solution. Ici, vous avez un autre béton qui s'est développé ces dernières années, c'est le béton dépolluant. Même principe, avec le dioxyde de titane, on arrive, si des gaz polluants, les fameux NOx,
ils viennent sur le béton ici, il y a une réaction chimique qui se passe, c'est le NOx, le fameux gaz qui pollue, qui pose des problèmes aux gens qui ont des problèmes de santé. Ben, ce NOx il est transformé en matériau inerte par le catalyseur, et donc on considère que ce béton, c'est ce qu'on appelle un béton dépolluant, qui est utilisé. Donc ça c'est une route qui a été faite au sud de Paris. Oui. Ce béton-là, après, il est pollué par... Non, c'est la réaction chimique, c'est le soleil, le dioxyde de titane qui est un catalyseur, le NOx, le COV, tous ces gaz un peu toxiques, ils viennent se déposer sur le béton, la réaction chimique le transforme en matériau inerte, et puis avec la pluie, le matériau inerte il est évacué. Et comme le dioxyde de titane est un catalyseur, dans une réaction chimique, le catalyseur n'est jamais détruit, ça marche indéfiniment. Donc le polluant, c'est pas un polluant, c'est un matériau inerte, il est lavé par la pluie. Donc ça commence à se développer un peu partout, en particulier lorsque vous avez des voies beaucoup circulées, avec beaucoup de gaz dégagés par les voitures diesel, elles sont prises en charge, elles sont transformées par ces bétons dépolluants. Bon, les tunnels, les tunnels se font forcément en béton, parce que c'est le seul matériau qui peut résister aux charges importantes, et de plus en plus, les chaussées dans les tunnels se font en béton, parce que vous avez une grande clarté, le béton est blanc, donc une plus grande clarté qu'une chaussée en enrobé. On a parlé tout à l'heure du béton pompé. Aujourd'hui, 20% du béton sur les chantiers est pompé. Donc, quand vous allez aller sur des chantiers, je vous engage à utiliser le béton pompé. C'est la meilleure des solutions aujourd'hui en termes de rapidité d'exécution, en termes de qualité de béton, etc. Et puis, de toute façon, globalement, financièrement, c'est aussi la solution la plus intéressante. Alors, on passe quelques photos de pont. Vous l'avez tous reconnu, le pont de Normandie. Un autre pont, un pont à Tulle. Là, je vais rapidement, juste pour montrer les ponts. Si vous avez des contraintes, parce qu'ici il y a de l'eau, vous ne pouvez pas fabriquer l'ouvrage dans la rivière, vous le faites sur le côté, et ensuite vous le mettez en place par rotation. Cet ouvrage il a été construit là, et ensuite il a été tourné une fois terminé. Ils en œuvre des ouvrages par rotation, ce qui permet de travailler en sécurité sur les quais. Je vais rapidement. Voilà, un bel ouvrage fait en Corse, où lorsqu'on construit un ouvrage, ça, le rodis supérieur ou le rodis inférieur inférieur ou supérieur apporte la résistance en flexion de l'ouvrage. Et puis ici, on a ce qu'on appelle les âmes qui travaillent en cisaillement, donc ça reprend les efforts tranchants, si vous voulez. Mais là, le béton, il ne sert à rien, parce que le béton, il ne résiste pas à l'entraction. Donc on essaye de transformer ça, et donc là, l'architecte a fait des ouvrages en béton, il l'a ajouré, il a pu se permettre de le faire ajourer. J'ai eu la chance d'aller dans cet ouvrage, on va dans cet ouvrage, on a l'impression d'être dans le vide. On est à l'intérieur, c'est creux. J'ai l'impression d'être complètement dans le vide, mais ça donne un aspect architectural assez intéressant. Voilà un peu l'ouvrage. Voilà, ça c'est un autre ouvrage qui a été fait par rotation, enfin qui a été fait sur le côté et mis en œuvre par rotation. C'était sur une autoroute, ils n'ont même pas arrêté la circulation, ils l'ont fait tourner en une journée, les voitures passaient dessous, ils voyaient un peu bouger, mais c'est une technique qui est suffisamment sûre aujourd'hui pour faire passer au-dessus d'une autoroute sans arrêter la circulation. Ça c'est un ouvrage que l'on dit construit par encorbellement. Principe de l'encorbellement, on construit une pile, on construit ce qu'on appelle le voussoir sur pile, et ensuite on construit de part et d'autre de manière symétrique. Ici ça a un petit peu avancé, de manière à équilibrer la charge de fléau. Donc on fait ce qu'on appelle un voussoir de part et d'autre, on met un câble de précontrainte pour associer, on fait des voussoirs, on remet un câble, etc. Et puis on part de là, on arrive au milieu, et on vient liaisonner avec la partie qui est là. L'avantage de cette technique, c'est qu'ici vous avez, en fait sur ce chantier, il y a 6 piles, et on peut faire 6 chantiers en même temps, donc ça permet d'aller très vite. Les 6 chantiers se font en parallèle. Bon, je vais rapidement, là l'ouvrage peut-être le plus technique qui a été fait ces derniers temps, c'est un pont en ruban courbe. Le record du monde en termes de courbure et de portée, ça a été fait du côté de Brest, sur la presqu'île de Crozon. C'est Vinci qui a fait ça, et l'architecte qui a conçu ça, enfin l'ingénieur qui a conçu ça, c'est Michel Virlegeux. Michel Virlegeux, il a conçu le pont Normandie, il a conçu le viaduc de Millau, il a conçu cet ouvrage, puis en ce moment il est en train de concevoir, enfin c'est le plus grand ingénieur français, Michel Virlegeux. Il est en train de concevoir un pont sur le Bosphore à Istanbul. Les piles vont faire 322 mètres de haut. L'ouvrage il fait 2,5 km. C'est le plus grand ouvrage de tous les temps jamais construit. Et c'est encore un ingénieur français. Je vous ai dit au début qu'on est les meilleurs en béton, en ciment, mais aussi en ingénierie. On a les plus grands ingénieurs. Donc il a fait aussi celui-là. Je vais rapidement, là, c'est certains ouvrages. Il ne faut pas avoir le vertige lorsqu'on fait les ouvrages d'art. L'ouvrage, il commence à construire au bord, ils avancent, puis ça se fait à l'avancement comme ça dans le vide. Donc là, c'est une photo aérienne, et vous allez voir l'ouvrage. Donc ça, c'est vu du côté. Donc ici, on a un coffrage qui est mobile. Donc ce qui permet de coffrer cette partie. Une fois qu'on a fait cette partie, on l'avance dans le vide, on maintient la partie qui a été faite, et puis on coffre au fur et à mesure, on bétonne au fur et à mesure. Là, on a un ouvrage assez innovant. La partie supérieure sur laquelle circulent les voitures, s'il vous plaît, c'est du BHP, c'est du béton.
La partie inférieure ici, c'est du BHP, béton aussi. Et ici, je vous ai dit, le béton travaille mal en traction, donc on ne met pas de béton. C'est des tubes en acier qui vont rester en traction et reprendre ce qu'on appelle les efforts tranchants. Donc ça, c'est le summum de structure, ce qu'on appelle les structures mixtes. Mettre le béton pile où il faut, à la grande performance, mettre l'acier où il faut et avoir une structure qui combine béton et acier, chacun dans son domaine d'excellence. Bon, ça c'est la photo vue du bas, on part de chaque côté, puis on espère après arriver et puis se connecter en plein milieu. Il ne faut pas avoir le vertige. Bon, des chantiers de nuit, ça c'est le chantier du TGV, je vais rapidement là-dessus, TGV à Avignon, pardon. Voilà. Ça c'est un ouvrage classique, hein, c'est ce qu'on appelle un ouvrage qui est construit avec des voussoirs préfabriqués. Les voussoirs on les fait dans une usine, on les fait à côté du chantier. Les voussoirs c'est ces fameuses tranches, et ensuite on les amène sur le chantier, on les liaisonne. Ici ça ce sont des clés qui permettent d'accrocher un voussoir à l'autre. Alors, et les trous en bas, c'est pas... Et les trous qui sont là, on assemble tout ça par des câbles Pachin. C'est encore donc la mention de Fraissinet. Voilà l'ouvrage, je vais rapidement. Là, bon, ça vous connaissez, c'est Rouen, c'est le pont Levant de Rouen, des piles en béton, un tablier qui est en acier parce que c'est un peu plus léger en acier. Le pont il se lève, vous l'avez vu, ça se lève ici lorsqu'il y a des grands bateaux qui passent. Voilà, ça c'est un pont qui a été fait, c'est une vue aérienne d'une pile, c'est un pont qui a été fait en Grèce, pont d'Orient-Torillon. L'un des ponts les plus compliqués sûrement qui a été fait ces derniers temps, c'est Vinci l'entreprise. Michel Villogeux, bien sûr, a travaillé sur cet ouvrage. Voilà un peu l'ouvrage. La particularité, c'est qu'il est en zone sismique. Et donc, il faut qu'un ouvrage il résiste aux zones sismiques. Donc, les fondations, elles sont posées sur le sol. Là, il y a 40 mètres d'eau. C'est des gros blocs en béton, 40 mètres de diamètre, qui sont posés sur le sol. La pile, on appelle la pile, ici vous imaginez, ici il y a 40 mètres de profondeur, c'est posé sur le sol. Et s'il y a un séisme, tout bouge, tout va bouger, et pas se détruire. Et puis l'avantage de ce pont, c'est qu'au milieu, il fait 3 km, au milieu il y a comment dire, enfin, il y a les plaques qui se séparent, j'arrive pas à trouver le nom. Enfin, ça se sépare, et en un siècle, l'ouvrage va s'allonger d'1 mètre. Donc il a été conçu pour s'allonger d'1 mètre. Des plaques tectoniques, et au milieu il y a l'endroit où il y a les plaques, la faille, une faille. Voilà, donc on sait faire aussi ce genre de choses. Bon. Là c'est l'ouvrage qui a été fait à La Réunion. À La Réunion, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été faits ces derniers temps. Si vous voulez faire des stages à La Réunion, là actuellement il y a un grand ouvrage qui est en train de commencer, de 12 km au bord de la mer. Et oui, Vinci, dans ces Vinci, embauche à mon avis. Je voulais faire un beau stage à La Réunion. Alors ça, c'est un ouvrage qui a été fait au Maroc, juste pour montrer qu'un architecte, c'est un des plus grands architectes français aussi en ouvrage, c'est Marc Mimram. Il a fait ce chantier au Maroc, à la capitale, à Rabat, un ouvrage d'un certain type, très compliqué, avec du béton préfabriqué, du béton coulé en place. Le même architecte dans un contexte différent. Voilà. En Chine, un architecte, il fait un truc, on dirait des bols de riz posés sur l'eau, quoi. Donc l'architecte, il adapte, hein, autant il fait un truc très compliqué avant, que là il adapte en fonction du besoin de la géographie, etc., du besoin des gens ou de la culture locale. Ici c'est le plus grand pont à ruban du jour. Celui qui était avant c'était le pont Normandie, vous connaissez tous le pont Normandie, entre les Chapilles il y a 860 mètres. Ben, celui-là il a été fait dans le grand nord de la Russie, entre là et là il y a 1000 mètres, 1 kilomètre de là. Hein, bon, c'est un pont qui a été fait par une entreprise russe, mais les haubans ici ont été faits par l'entreprise Fraissinet. Pendant le chantier, ils ont des températures de moins 40. On peut bétonner par moins 40, hein, il suffit de chauffer les coffrages, de manière que dans le coffrage, à l'intérieur, il y a 20 degrés, quoi. Mais ça se fait. Donc moins 40 sur le chantier pendant pas mal de mois de l'année. Voilà, ici vous avez le summum du béton qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle les BFU, les bétons fibrés à ultra haute performance. C'est les bétons dans lesquels le plus gros grain fait 4 mm. Dans lequel on met des fils, on met du ciment, on met des ultra fines, on met de la fumée de silice, etc. Et on a un béton qui est complètement compact, il n'y a pas de trou dedans. On met très peu de ciment, on met le dosage, enfin on met très peu d'eau, on met beaucoup de ciment, par contre 1000 kg par mètre cube, et on met 200 litres d'eau, enfin on met le rapport eau sur ciment est de 0,2, donc on met que 200 litres d'eau. Donc en fait il n'y a pas d'eau qui s'échappe, et on a un matériau qui est hyper dense, hyper durable, et si on fait aujourd'hui des tests de durabilité sur ces bétons, durabilité 2000, 3000 ans, on ne sait même pas, parce qu'on ne sait même pas mesurer tellement c'est compact, quoi. Donc ça c'est le summum. Ces bétons font en termes de résistance 150 mégapascales jusqu'à 250. Hein. Un bâtiment c'est 25, un ouvrage d'art c'est 60-40, la centrale nucléaire de Flamanville qui sont en train de faire ça pourrait 80, là on est à 150. Hein. Donc ça c'est le summum de la connaissance aujourd'hui en termes de béton, les bétons fibrés à ultra haute performance. Voilà, ça c'est la même passerelle, même genre de passerelle qui a été faite à Marseille. Donc on a l'impression,
La structure, on a l'impression que c'est de l'acier. Hein. C'est un comportement quasiment comme de l'acier. C'est un aspect un peu comme de l'acier. Et ça permet de franchir des travées très importantes. Voilà, lorsqu'on fait un tunnel, on creuse dans le sol par un tunnelier. Le tunnelier creuse. Et au fur et à mesure que le tunnelier creuse, le tunnelier il pose à l'arrière ce qu'on appelle un voussoir, un anneau en béton. L'anneau, il est constitué de ces voussoirs que l'on va assembler pour faire un anneau. Cet anneau, on l'accroche à l'anneau précédent. Le tunnelier prend appui sur l'anneau qu'il vient de mettre, il creuse 2-3 mètres de plus. Une fois qu'il a creusé ces 3 mètres, il vient mettre l'anneau à l'arrière qui est accroché à l'anneau précédent. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on appelle les voussoirs préfabriqués pour faire les tunnels. Vous allez comprendre après comment ça se passe. Donc là, c'est l'usine. Sur certains chantiers, l'idée c'est que le béton, il est au moins 28 jours avant qu'on le pose. Et puis le tunnelier, il avance. Un tunnelier, ça ne s'arrête jamais. Hein. Il peut avancer pendant 6 mois. Et donc il y a un stock énorme de voussoirs. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici. Vous avez une tranche ici, la fameuse tranche, qui est formée de ce voussoir, qui ont été assemblés. Et vous avez des tranches successives. Et on voit des clés de voûte. Et on voit les clés de voûte, c'est-à-dire à chaque fois il y a des voussoirs d'une certaine dimension. Et ici vous avez un truc qui a une dimension un peu particulière qui permet de bloquer et de ce qui s'appelle une clé de voûte. C'est le réveil, c'est l'heure. C'est l'heure. Bon, ça c'est ce qu'on appelle une tranchée couverte. Avant, sur les autoroutes, on se souciait peu des animaux. Hein. Bon, on laissait les voitures, puis on mettait un panneau, attention, animaux sauvages. Maintenant, on essaye de faire quand même des efforts. Et donc là, dessous, c'est une autoroute. On fait un ouvrage. C'est une tranchée couverte. On fait une tranchée, on fait l'ouvrage en béton, on vient de mettre dessus, mettre une étanchéité, puis au-dessus, on vient remettre la terre. Donc vous avez déjà vu ça lorsque vous êtes sur l'autoroute, les voitures passent dessous, mais au-dessus, on rétablit parfaitement la biodiversité, en particulier le passage des animaux. Alors ça se fait de plus en plus sur l'autoroute. Bon, ici, vous avez ce qu'on appelle des murs de soutènement qui sont faits avec un procédé inventé par les Français sur des écailles en béton. Je vais rapidement. Ça, les écrans acoustiques, un gros marché pour le béton. Mais ça, c'est pas du béton classique, c'est du béton de bois. Au lieu de prendre des granulats, on prend des copeaux de bois, on mélange des copeaux de bois avec du ciment, et on obtient un matériau qui est poreux, très poreux. Et quand l'onde sonore rentre là-dedans, elle rentre dans les pores, et comme c'est un matériau qui est élastique, il absorbe l'onde sonore. Et donc, une grande majorité aujourd'hui des écrans acoustiques sont faits avec ce béton poreux. Voilà, et puis on peut faire ce genre de choses, ça c'est du béton de bois. L'architecte, c'est à côté d'une voie ferroviaire, il a voulu faire un truc qui ressemble à des vagues. Ici vous avez un chantier, l'architecte a voulu faire, même sur ses ouvrages, l'architecte qui travaille, là c'est dans une forêt, il a voulu faire du béton de bois qui ressemble à des écorces. Vous avez ce détail, c'est écorces d'arbres. Et donc là vous avez un mur, a priori esthétique, qui absorbe le bruit de l'autoroute, c'est l'autoroute de l'Ouest à la sortie de Paris. Bon, ça c'est les stockages de méthane. C'est un chantier qui a eu lieu l'année dernière. La France importe du gaz. Ce gaz, on ne peut pas le stocker de manière liquide, donc on le refroidit sous forme. On ne peut pas le stocker sous forme gazeuse, on le refroidit sous forme liquide dans ces grands conteneurs qui font 100 mètres de diamètre. Imaginez 100 mètres de diamètre, à l'intérieur c'est du gaz liquéfié, et ensuite pour l'envoyer dans le réseau de gaz, il réchauffe, il l'envoie sous forme de gaz, et puis ensuite vous l'avez chez vous pour faire chauffer votre café. De plus en plus, maintenant, on fait ce qu'on appelle des centres de stockage souterrains. On ne le voit pas bien là, ça on voit là. Vous voyez ce genre d'ouvrage qui est fait souterrain. C'est un parking souterrain à Lyon. Là-bas, c'est un centre de stockage souterrain en béton. Ici, vous avez le chantier dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la centrale nucléaire de Flamanville. Un grand ouvrage en béton. Il y a quelques difficultés, vous entendez parler, ça coûte plusieurs milliards d'euros, enfin bon, c'est un peu compliqué, malgré tout, c'est un beau chantier de béton. Sur ce chantier, il y avait une centrale dans un coin, décanalisation dans tous les sens, tout le béton a été pompé, je crois que c'est 500 000 m3 de béton, tout le béton a été pompé sur le chantier, il n'y a jamais une toupie qui s'est baladée là-dessus, avec des gros massifs en béton. Vous allez voir ici, voilà une centrale nucléaire, ce que ça peut donner, des gros ferraillages, des gros massifs béton, pour reprendre tous les éventuels chocs qu'il pourrait y avoir, ou explosions qu'il pourrait y avoir. Donc je crois que 500 000 m3 de béton, vous visualisez le chantier. On peut faire aussi avec du béton ce qu'on appelle des digues. Là, on est à Tanger. À Tanger, le Maroc est en train de faire l'un des plus grands ports de la Méditerranée, à la sortie de Gibraltar. Et donc, il se fait des ouvrages, c'est des ouvrages préfabriqués, ça, qui sont faits à terre et apportés en mer par flottaison, et ensuite posés sur le sol. Pour ouvrage classique, en travaux maritimes, on n'a en général pas accès par route, et donc les ouvrages se font à partir d'une barge. Si vous avez une barge, et toute l'alimentation, tout se fait à partir de cette barge. Bon, c'est des entreprises spécialisées qui font ça. Je continue rapidement. Voilà, vous avez un système de stockage, un bassin, pardon. Bassin de stockage d'eau. Hein, on parle beaucoup de problèmes d'inondation.
dans beaucoup de villes maintenant commencent à s'équiper de ces bassins qui peuvent faire 50 000 m3, 100 000 m3, il n'y a pas de limite, hein, ça peut faire 30 mètres de profondeur. Il y en a qui vient de se faire aller 30 mètres de profondeur, 50 mètres de diamètre. S'il y a un grand orage, on stocke l'eau là, et puis une fois que l'orage est fini, on évacue l'eau par les canalisations. En tout cas, on a évité les inondations. Donc c'est des choses qui se développent beaucoup maintenant dans toutes les grandes villes. Ça, c'est une usine d'incinération de déchets. Tous les déchets des Parisiens sont brûlés dans cette usine d'incinération qui est en tour de Paris, à côté du périphérique, mais qui est souterraine. Elle a 40 mètres sous terre. Et de l'extérieur, on ne voit rien, personne, on voit juste les camions poubelles qui rentrent, et puis tout est brûlé à l'intérieur, et l'énergie récupérée sert à chauffer Paris. Ça, c'est une usine de traitement des eaux. Beaucoup d'usines de traitement des eaux usées se font en béton, elles se font tout en béton, avec des architectes qui vont juste à... Ça, c'est du béton. L'architecte a voulu imiter des gouttes d'eau qui montaient le long du mur. Donc il suffit de faire le coffrage qu'il faut, on sait faire ça en béton. Les architectes sont compliqués. Hein. Quand on leur dit plus on sait faire de choses, plus ils compliquent les choses qu'il faut faire. Alors un gros marché, c'est les stades. Alors celui-là, vous le connaissez? Non? Celui-là, c'est le stade du Havre. Donc, vous le connaissez, il est pas loin d'ici, à 2 km. Le stade du Havre de nuit. Une grande structure en béton avec un habillage dessus en acier et puis une membrane en polyester. Et ça, c'est l'un des grands ouvrages qui a été réalisé l'année dernière. Ici, vous avez le Parc des Princes, PSG, et ici, vous avez le stade de rugby, Stade Jean-Bouin, le stade de rugby du stade français. Ça a été fait il y a 50 ans. C'était le summum en termes de technique qu'on pouvait faire il y a 50 ans, en VHP, 50 gigapascal. Et ici, vous avez c'est du BFUP, ce fameux béton fibré avec haute performance. Vous voyez un petit peu en 50 ans comment on évolue pour faire un stade. L'autre était le summum actuel, le Parc des Princes aujourd'hui c'est encore un très très bel ouvrage. Et vous voyez en termes d'architecture comment ça peut évoluer en l'espace de 50 ans. Ça c'est vu de l'intérieur du stade, ça c'est du BFUP, ce qu'on appelle une résille, ça fait 2 cm, après 2-3 cm. On a l'impression que c'est du fer forgé, non c'est du béton. Voilà, ça c'est le toit dans lequel ils ont incrusté des éléments en verre. Et ça c'est une vue aérienne de ce stade Jean-Bouin. Je vous engage à aller voir un match de rugby, là on est vraiment très proche des joueurs et le stade est magnifique. Voilà, ça c'est un barrage. Les barrages, bien sûr, se font en béton, mais quand on fait les barrages maintenant, les architectes interviennent et mettent en lumière les barrages. C'est des ouvrages que les gens viennent voir. Ça, c'est le barrage du Mont-Saint-Michel, vous avez peut-être entendu parler. Ici, il y a des remblais partout. Le Mont-Saint-Michel est donc ce fait-là par des remblais des limons. Donc le Mont-Saint-Michel n'est plus une île. Et donc, ils ont imaginé de faire un barrage ici qui sert de chasse d'eau, avec la marée. 2 fois par jour, on ouvre les vannes, quand l'eau remonte à marée haute, et puis quand elle descend, on ouvre les vannes qui sont là dans ce barrage. L'idée, c'est chasser tous les limons qui sont là. Et l'idée, c'est qu'en 25 ans, en tirant la chasse quasiment tous les 2 fois par jour, on va vider les limons, et dans 25 ans, le Mont-Saint-Michel sera une île. Bon, cet ouvrage, il est en béton. Vous comprenez le système, hein? La marée monte, et puis après, on ouvre les vannes, et puis on évacue. Alors ça, c'est important. Monaco est un grand port, ils ont peu de place, et ils ont voulu accueillir des bateaux de 300 mètres de long. Donc ils ont fait... Ça fait 300 mètres de long. C'est une barge en béton qui a été faite à Algeciras, à Gibraltar. Elle a été amenée par flottaison, parce que le béton ça flotte, hein, Archimède. Donc c'est une boîte qui fait 300 mètres, 40 mètres de profondeur, 40 mètres de large. On peut mettre la tour Eiffel dedans, dans cette boîte. Elle a été apportée donc, pendant 1000 km, poussée par des bateaux, et elle a été accrochée ici. C'est tellement profond ici qu'elle flotte, elle flotte. Et donc ça sert pour ici pour faire accueillir un bateau, un paquebot de 300 mètres pour les touristes. À l'intérieur, comme il y avait de la place, ils ont fait un parking de 5 étages de voitures et un parking à bateau aussi. Voilà. Monaco, ils sont en train de voir là, ici, dans toute cette zone, ils veulent aménager 10 hectares en mer, avec le même principe. Le chantier devrait commencer bientôt. Là, il y a aussi pour ceux qui veulent un stage, c'est intéressant à Monaco. Voilà. Ce qui se fait beaucoup maintenant sur les chantiers autoroutiers ou ferroviaires, même principe. Il y a des animaux sauvages qui ont l'habitude de passer là. On fait une voie ferroviaire, ils ne pourront plus passer. Donc on fait appel à des ingénieurs écologues et autres qui savent que les animaux passent là, de déterminer à l'avance que les animaux passent là, et qui font des aménagements de manière à les orienter. Ici vous avez un ouvrage, s'il vous plaît, qu'on appelle un passage à faune, et donc les animaux vont passer. Alors des ouvrages comme ça, il y en a maintenant quasiment tous les kilomètres ou tous les 500 mètres dans certaines zones pour faire passer la faune. Bon, ça c'est un autre exemple. Ici sur l'autoroute A19, vous imaginez, ça c'est pour faire passer les animaux, ça aussi. Donc sur quelques kilomètres, il y a énormément d'ouvrages qui sont faits pour faire passer les animaux. C'est des ponts en béton, des ponts voûtes ou des passages supérieurs. Ça c'est une passe à poissons. De plus en plus maintenant, lorsqu'on fait des barrages ou qu'on raménage des barrages, on fait en sorte que les poissons puissent remonter. Et donc ici, vous avez le courant qui descend, puis tout un tas de bassins, et le poisson, il va de bassin en bassin, il se repose, il passe au bassin suivant, puis il arrive à remonter la rivière. Donc ça c'est sur la Seine. Actuellement, il y a 8 barrages qui vont être équipés de passes à poissons
de manière à ce que les poissons puissent remonter entièrement la Seine. Voilà un petit peu la surface, vous imaginez là, le poisson, vous imaginez le courant qui descend, le poisson il vient ici, se repose un peu, et puis après il passe en suivant. Et ça marche, ça marche. Et ici, ça c'est un peu rugueux exprès pour que les anguilles puissent passer, parce que les anguilles elles peuvent pas nager, mais elles s'accrochent au fond. Elles s'accrochent au fond, elles arrivent à remonter. Donc en fait les gens conçoivent l'état de surface, la forme, etc. pour que tous les types de poissons puissent franchir tous les obstacles. Voilà, un autre passage à poisson fait simplement avec des blocs béton. Et puis ce qui se fait de plus en plus maintenant, on fait un aménagement mer, on fait un port, et puis en général ça chasse tous les poissons qui étaient là. On fait maintenant beaucoup d'éoliennes en mer, et donc ça perturbe la biodiversité locale. Et donc l'idée c'est de faire des réservoirs, des blocs en béton, dans lesquels les poissons vont pouvoir recréer, venir habiter, et qu'on recrée la diversité ou la biodiversité. Et donc les gens étudient la taille des blocs, l'assemblage des blocs, et puis les trous ici, chaque trou correspond à un type de poisson. Et donc ça c'est mis en vrac dans la mer, et puis quelques mois après, les plongeurs y vont et s'aperçoivent que les poissons ont commencé à habiter la zone et que la biodiversité est apparue. Là, il y a un marché très intéressant, ça vous intéresse, parce que tous les ports vont s'aménager avec ça, toutes les éoliennes en mer vont avoir ce genre de choses, et ça fait appel à des notions d'écologie, de biodiversité, de nature, de béton aussi, parce qu'il faut des bétons particuliers. Donc c'est un chantier, enfin c'est un domaine d'application intéressant. Et puis même, ils vont jusqu'à se dire, il faut que mes poissons ils viennent habiter pile là, et donc avec des ballons ici, ça c'est un ballon qui porte dans l'eau un élément en béton, avec un plongeur, il vient positionner au centimètre près à l'endroit où vous avez décidé. Quoi. Voilà. Et puis pour terminer, ça c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le musée de Marseille, le fameux MUSEM, qui est un musée qui est recouvert d'une résille en BFUP, et ça c'est une vue de l'intérieur. Donc ça, on dirait du fer forgé, c'est du béton, du BFUP. Vous avez dû voir ces photos, ça a été inauguré il y a 2 ans. L'architecte, c'est Rodi Ricciotti, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le MUSEM, tout en BFUP. Ça, c'est une passerelle en BFUP. Vous voyez la hauteur, les gens marchent là. Vous voyez la faiblesse de cette passerelle par rapport à la portée à franchir. Une autre photo du MUSEM. Je vous engage à la Marseille, rien que pour voir cet ouvrage. Voilà, puis en béton, on peut faire ça. Si ce week-end, vous voulez faire la sieste, n'hésitez pas à faire la sieste sur une chaise en béton. Voilà. J'ai dépassé de 10 minutes, je suis désolé. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc on fait beaucoup de choses en béton. J'essaie de vous expliquer qu'on est très fort en ciment, en béton, que les entreprises françaises sont très bonnes, donc soyez fiers d'avoir choisi ce métier, parce qu'il y a une diversité de métiers très importante, et puis c'est un domaine dans lequel on est très fort. Les entreprises françaises sont très très fortes, et donc vous devriez trouver un métier passionnant qui va vous passionner pendant des années. Voilà, merci à vous et bon week-end. Merci de votre patience et de la qualité de votre écoute. Fatigué. Oui. Je vous ai fait un mail pour un changement de... Oui, je suis en train de regarder ça, il faut que je vois ça et... Parce que j'ai encore travaillé dessus ce matin. Je sais que je l'ai quelque part. Madame Lubin. Oui, c'est ça. Lubangal, ok, et en fait, j'ai été passé normalement dans une thèse que j'ai jamais fait de dessin. Ok. Je vais voir ce que je peux faire, étant donné que je n'ai que 15 places dans le groupe B1. Vous avez fait quoi avant? Physique et ingénierie, PMIC.